Il me semble avoir, entre les mains, à chaque immersion dans cette œuvre de Sacha Guitry, le testament de la France. De la France réelle. Puisque nous sommes aujourd'hui obligés de le préciser. Et nous allons comprendre pourquoi. Si vous voulez, si le paysage politique se structure entre, je dirais, une droite modérée et de l'autre côté, une gauche totalement radicalisée, eh bien, la possibilité de transformer la société, transformer le réel, va s'estomper. Ce pays, mon pays, ma France. Je suis le maire d'une des villes les plus jeunes, les plus ouvertes sur le monde, qui est à la fois un pôle de recherche universitaire, mais où s'inventent, moi j'en suis convaincu, les réponses de la France de demain. Je veux dire, maintenant il y a un idéal qui existe, un combat historique qui existe encore. Nous sommes venus à la gauche avec l'internationalisme, avec l'idée que notre nation était d'abord une nation d'égalité de droits, et que ce n'était pas l'histoire, que ce n'était pas l'héritage, que ce n'était pas le sang, mais le sol et le partage de valeurs qui nous permettaient de construire notre France ensemble. On croirait les entendre nous parler de la France. Mais lorsqu'on les écoute, on voit bien qu'il y a un sens différent sous ce même mot. Ce n'est pas la patrie de nos pères, ce n'est pas la terre charnelle, ce n'est pas notre pays réel, notre histoire, ce que nous incarnons, notre héritage, nos racines, ce que nous voulons transmettre. Non, c'est une France à construire, une France de demain, une France de l'avenir, comme si elle était en perpétuelle évolution, comme si elle n'était pas figée, en mouvement, comme si elle n'existait pas, la vraie France, qu'ils étaient en train de nous la faire, une France au possessif. C'est leur France. Les mots ne sont pas anodins, et si je voulais vous parler de la langue dite républicaine, ou de ce qu'on appelle aujourd'hui le novlangue, je crois que c'est bien par le mot France qu'il va falloir commencer, parce que c'est peut-être le mot le plus falsifié, avec liberté, mais c'est son corollaire. De quelle France il nous parle? Il faut d'abord se demander, cette société nouvelle, quelles sont les conséquences? Eh bien, les conséquences, c'est cet homme nouveau, puisque on nous parle d'un pays que nous ne connaissons pas, d'un pays qui n'a aucun rapport avec nous, avec notre histoire, avec nos racines. Donc forcément, c'est que les habitants de ce pays n'ont eux-mêmes aucune histoire, aucune racine, aucun héritage, ils n'ont rien reçu, et ils ne transmettront rien, de fait. Ils rêvent d'une France qui est ouverte sur le monde. Mais quel paradoxe! La France, elle est circonscrite avec des frontières. Tout ce qui est en dehors des frontières de la France n'est plus la France. Et pourtant, ils nous disent que c'est une France ouverte sur le monde, c'est une France qui peut accueillir le monde entier, qui doit le faire, ça fait partie de ses valeurs. Mais quelles sont ces valeurs? Eh bien, les trois principales, ce sont la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est de là que tout découle. Et je voulais insister un peu sur la notion d'égalité parce qu'elle est étroitement liée à celle de justice, qui est complètement liée à celle de droit. Et Payon nous dit, c'est l'égalité de droit. Mais qu'est-ce que cette égalité de droit? Qu'est-ce qu'on fait au nom de cette égalité de droit? Je lis un livre très intéressant en ce moment, c'est Histoire des institutions avant 1789 du professeur d'histoire de droit François Saint-Bonnet. Et au début, en introduction, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le mot droit vient de jus en latin, J-U-S, et ce mot-là vient même de justitia, justice. Et qu'il y a deux conceptions de la justice qui s'opposent. La conception de Cicéron, pour qui le droit, et donc la justice qui est inhérente au droit, est une vertu morale supérieure à l'homme, qui est immuable et éternelle. Et elle fait référence à une dignité. Chacun doit recevoir à mesure de sa dignité. C'est la justice distributive dont vous parle aussi Aristote dans Éthique à Nicomaque. C'est une justice géométrique qui fait du cas par cas. C'est-à-dire que, en fonction de vos réalisations personnelles pour l'intérêt général, pour le bien commun, vous devez recevoir proportionnellement donc
à mesure de ces réalisations, à mesure de ce que vous accomplissez pour le bien commun, pour la société. Forcément, si vous faites énormément de choses, que vous avez beaucoup de responsabilités, que vous travaillez avec acharnement, il est normal que vous ayez plus de privilèges. Et cette conception distributive, donc géométrique de la justice, qui est en fait équitable, par exemple une personne qui a un plus grand gabarit aura besoin pour se nourrir d'une plus grosse portion de nourriture qu'un enfant qui mange moins. Eh bien cette notion de la justice équitable, elle s'oppose à un autre type de justice, égalitaire. Pour Lucrèce, il n'existe aucune vertu morale supérieure. Le droit est purement utilitaire. Le droit, c'est simplement des règles établies par les hommes pour vivre en bonne entente dans la société et pour juguler la violence humaine, parce que l'homme est naturellement violent, il s'entretue, donc il faut des règles de droit pour que tout le monde puisse cohabiter. Et cette notion de la justice ne vous rappelle-t-elle pas celle du contrat social de Rousseau? Rousseau nous dit dans son introduction « L'homme est né libre, et partout il est dans les fers ». Il nous dit que les hommes s'entretuent parce qu'il y a des jalousies, des envies. Ils se font la guerre parce qu'il y en a qui ont beaucoup plus d'argent que d'autres, et que c'est injuste. Et que pour que tout le monde vive en paix, eh bien, il faudrait que tout le monde soit égal à tout le monde, que tout le monde ait la même chose. Il n'y ait pas trop de richesse aux uns et moins de richesse aux autres. Comme ça, il n'y aurait plus d'envie. Tout le monde serait heureux. Et c'est pour ça que il est nécessaire de conclure tacitement un pacte social. Les hommes renonceraient à leur liberté individuelle pour mettre leurs forces dans un agglomérat, une association qui formerait un corps unitaire, un corps politique, et tout le monde, en échange, recevrait la même liberté contractuelle. Et, sans pour autant l'annihiler, les hommes garderaient leur volonté individuelle. Mais, dans le cadre de ce pacte social, tout fonctionnerait grâce à la volonté dite générale, c'est-à-dire la volonté de l'ensemble des membres du pacte social, parce que cette volonté tendrait vers un bien commun, vers le bien de la communauté qui est complètement artificielle et qui formerait ce qu'on appelle l'État. La volonté générale serait la somme de ces volontés des membres du pacte social, contrairement à la volonté individuelle ou la volonté de tous. La volonté de tous, c'est la volonté arithmétique, la somme donc des volontés individuelles. Tandis que la volonté générale, c'est une espèce d'agglomération de volontés des membres qui forment une seule volonté à laquelle chacun doit obéir comme si c'était la sienne. Et s'il y en a un seul qui n'a pas envie d'obéir, nous dit Rousseau, on le forcera d'être libre. C'est ça la liberté. Vous n'avez pas le choix. La liberté pour la République, pour cet idéal de société, cette utopie, eh bien, c'est de vouloir et d'obéir à la loi que on vous donne pour votre bien, sans la remettre en question. C'est la liberté de marcher dans le même sens, sur les rails de cette idéologie. C'est la liberté de vouloir les valeurs de la République parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que grâce à l'éducation, qui est vraiment le corollaire de la République, parce que l'école, c'est le pilier de la République. Par l'éducation, on vous insuffle ces valeurs de la République de telle sorte que vous ne pouvez que les vouloir et on vous empêche de penser qu'il y a autre chose. On vous empêche de concevoir une autre forme de régime, une autre forme de vie. On vous empêche de concevoir l'idée d'une autre France. Et pour revenir à la notion d'égalité de droit dont parle Péon, en plus de l'adhésion à ces valeurs, ce partage de valeurs, l'égalité de droit implique une dignité. Il ne signifie plus, comme chez Aristote, le mérite personnel, donc le fait de recevoir à proportion de ses mérites, c'est ça la dignité, ou chez Cicéron. Non, la dignité, c'est la dignité de ce qu'on appelle la personne humaine. C'est distinct de la personne juridique, qui est sujet de droit. La personne humaine, c'est la personne physique en fait, c'est le genre humain si vous préférez. Et la dignité, c'est le respect de la personne humaine, nous dit-on. Et donc, si c'est le respect de la personne humaine en tant que telle, tout le monde naturellement doit avoir droit à la dignité. Et la dignité, c'est le respect aussi de l'égalité des droits parce que toutes les personnes humaines sont égales. Et de cette assertion provient le principe de fraternité. Nous sommes tous frères puisque nous sommes tous des personnes humaines et nous avons tous droit à cette égalité.
Et ça donne ce que vous allez voir. Et puis quand, par exemple, sur les migrants, la position est une position qui reste la position française, c'est-à-dire d'être capable d'accueillir tous ceux qui sont des migrants en situation difficile. J'ai mal à la France à chaque fois que je vois ces images. Désolée de vous les infliger. Mais ceci n'est pas la France. Au cas par cas, il y a des gens qui sont peut-être dans ces migrants qui viennent d'arriver, les futurs Montaigne. Les futurs champions des épreuves de 2024 grandissent peut-être aujourd'hui dans les collèges de Seine-Saint-Denis. Donc. Et la République dite française nous martèle l'idée que l'on devrait accueillir tous ceux qui sont dans une situation de détresse, quelle que soit la raison, et ce même au détriment de notre propre condition, puisque l'on est considéré comme ayant beaucoup de luxe par rapport à d'autres pays, ce qui est très vrai, mais il faut voir la taille de la France par rapport à celle du continent africain. Sa capacité d'accueil est plus que limitée. Et cette notion d'égalité de droit, elle est inhérente aussi à cette dignité humaine. Toute personne humaine doit bénéficier de cette égalité de droit. C'est pour ça que les frontières s'ouvrent. C'est pour ça que l'immigration est massive. C'est pour ça que la gauche ne refuse pas l'immigration et ne la refusera jamais. Et même le Front National, s'il eût été élu, n'aurait pas pu faire grand-chose. Et c'est ce que je voulais vous faire comprendre avec cette vidéo, toute simple. C'est le fait que le grand remplacement, il est d'abord dans les esprits. Je voulais vous expliquer, vous montrer pourquoi. Parce que si cette philosophie n'avait pas été d'abord instillée dans les esprits, le peuple français, le peuple réel, n'aurait jamais accepté ce grand remplacement. Il aurait eu la même vision que nous, que vous et moi. Il aurait vu à quel point tous ces principes sont illogiques, que cette transformation du réel est absurde, nuisible, néfaste, nocive. Il aurait vu toute la manipulation qui se cache derrière ces mots. C'est parce que nous avons perdu notre bon sens et l'usage de notre raison naturelle, à force d'être lobotomisés par l'éducation, par les médias, par, que sais-je, par notre entourage aussi, et de baigner dans cette société, où tout ce qui n'est pas cette pensée, cette idéologie, est considéré comme une tare, comme un mal, comme une hérésie. Je voulais aussi vous expliquer que tant qu'on sera hors de ce cadre naturel, le droit naturel, au sens classique du terme, c'est-à-dire un droit qui provient d'un principe moral supérieur à nous, et immuable, et non pas un droit, alors dit naturel, qui correspond à nos besoins naturels humains. Ça, c'est la définition des humanistes qui ont pareil falsifié le sens de ce terme. C'est extrêmement intéressant, il faudrait faire toute une vidéo sur le droit naturel en fait. Eh bien, tant que nous ne reviendrons pas à cet ordre naturel, à ce principe divin, à cette France catholique, que vous soyez croyant ou non, on ne vous forcera pas à aller à la messe ou à croire quoi que ce soit, ça n'a rien à voir, c'est une structure de société qui défend les valeurs de la famille, de la patrie charnelle, de la patrie réelle, le rôle distinct des individus, leur identité. Eh bien, tant que nous ne reviendrons pas vers cet ordre naturel qui est l'ordre de la France, le baptême de Clovis, le Regnum Francorum, le royaume de France, est né par le baptême de Clovis. C'est ainsi qu'il s'est constitué. Eh bien, nous serons toujours dans cet autre pays, un pays appelé la République, et qui n'a rien de français. Même la République n'est pas française, comme disait Alain Campana dans un très bon article sur le sujet. C'est un leurre, parce que la République, comme vous le savez, a vocation à devenir universelle. Et ce, dès le début, c'était annoncé. C'était d'abord une volonté de faire une espèce de République européenne. Et la République est universelle par essence, parce que c'est la fraternité. Et en relevant le défi du métissage, la France est fidèle à son histoire. D'ailleurs, c'est la consanguinité qui a toujours provoqué la fin des civilisations et des sociétés. La France, qui a su métisser ses cultures et ses histoires, en a construit, produit un discours universel, parce qu'elle-même, la France, se sent universelle dans la diversité de ses origines. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. On parle d'un homme nouveau, d'un genre humain, et il faut apporter de la paix perpétuelle et le bonheur universel. Ce sont les mots de tous les philosophes des Lumières. La République doit être universelle. Et
Elle n'a rien de français, c'est complètement contradictoire, nous dit Alain Campana. Parce que dire qu'elle est française, ça serait la cloisonner dans une identité précise, avec des contours, des frontières. Qu'elle fait tout pour éclater, on le voit bien. Française n'est qu'un adjectif qui représente le socle. Je vais m'arrêter là, je vous dis à très bientôt. Un grand merci pour vos commentaires, pour votre soutien, et à très vite.